Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez ce type? C'est Yann. Yann Christian Bernard Vézillier. Yann, c'est un lieutenant-colonel de l'armée de l'air française, reconverti en agent de la DGSE, la Direction générale de la sécurité, de l'insécurité extérieure française, le service des espions et barbouzes. Yann a été arrêté le 1er août 2025 à Bamako dans le cadre d'un coup de filet visant à démanteler la préparation d'un coup d'État au Mali. Et depuis qu'il est en détention, l'espion espionné a chanté. Il a chanté comme la Castafiore. Il a chanté tellement vite et tellement bien que ses principaux complices ont été cueillis les uns après les autres. Le 14 août, donc 2 semaines après l'arrestation de Yann, les autorités maliennes ont communiqué sur le sujet, dévoilant par la même occasion les complices militaires locaux de l'agent français. Je dis bien militaires, car il y a aussi des civils, nationaux et étrangers, dont d'autres Français, qui sont également sous les verrous. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vézillier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Là où ça devient piquant, c'est que la France a donné une couverture diplomatique à sa barbouze. Ainsi, Yann officiait comme 2e conseiller de l'ambassade de France à Bamako. C'est souvent comme ça. Il est d'usage, surtout parmi les grandes puissances ou les pays impérialistes, mais pas que, d'infiltrer des espions professionnels dans le personnel diplomatique. Ainsi, des agents de la DGSE, de la CIA, du MI6, du SVR, du MSS agissent notoirement sous couvert de postes de conseillers, de secrétaires ou d'attachés au sein des ambassades de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Chine. Certains pays le font à l'échelle industrielle, les plus modestes à l'échelle de leurs moyens. Mais c'est une activité à laquelle quasiment tout le monde s'adonne. Les relations diplomatiques sont réglementées par une convention signée à Vienne le 18 avril 1961. Selon son article 3, les fonctions d'une mission diplomatique sont au nombre de 5. Premièrement, représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Deuxièmement, protéger, dans l'État accréditaire, les intérêts de l'État accréditant et de ses ressortissants. Troisièmement, négocier avec le gouvernement de l'État accréditaire. Quatrièmement, s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la situation dans l'État accréditaire et en rendre compte au gouvernement de l'État accréditant. Et enfin, cinquièmement, favoriser les relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre les deux pays. Une fois qu'on a dit ça, on comprend pourquoi la France a attendu d'être dos au mur, affichée en mondovision par les autorités maliennes le 14 août, pour réagir 2 jours plus tard, alors que son employé avait disparu, était injoignable depuis 2 semaines. Elle est gênée aux entournures, c'est peu de le dire, attraper les 10 doigts dans le pot de confiture de ses activités illicites. Alors naturellement, pour essayer de sauver la face, comme si c'était possible avec la diplomatie française au rabais que l'on nous sert depuis Sarkozy et Macron, après avoir parlé de Vézillier comme d'un simple ressortissant,
Elle brandit dorénavant son statut d'employé d'ambassade et exige sa libération immédiate. Mais que nenni, to, non, niet, nada, nixta, zéro. Au regard de la Convention de Vienne, entrée en vigueur en 1964, il n'est écrit nulle part que les agents diplomatiques ont pour fonction de fomenter, organiser, faciliter les coups d'État pour renverser le régime du pays hôte, de planifier sa déstabilisation, de recruter des mercenaires terroristes ou de sponsoriser des attaques contre les citoyens du pays hôte, des pays voisins ou tiers. Bien au contraire, la Convention, en son article 41, exige le respect des lois du pays hôte et interdit aux diplomates de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'État accréditaire. Vous êtes bien d'accord avec moi que la préparation d'un coup d'État est une ingérence fondamentale dans les affaires d'un pays, n'est-ce pas? On est même très proche d'une agression pure et simple. L'immunité diplomatique, la fameuse, qui fait tant fantasmer, qu'elle soit totale ou partielle, est liée aux fonctions et missions fixées par la Convention de Vienne. L'immunité ne s'applique nullement à toutes les activités qui sortent du cadre imparti par l'article 3 de la Convention de Vienne. Ce que Yann a fait là, ce n'est pas couvert par l'immunité diplomatique. Certains vont hurler que c'est faux, mais vous pouvez taper votre corps comme vous voulez. Ce que l'agent de la DGSE Vézillier a fait n'est pas couvert par l'immunité diplomatique et son arrestation par les autorités maliennes ne contrevient en rien à l'esprit de la Convention de Vienne. En sortant du cadre de ses fonctions, il est également sorti du cadre de son immunité. Laissez-moi vous rappeler un épisode qui s'est déroulé le 5 avril 2024. Ce jour-là, la police et les forces spéciales équatoriennes ont pénétré de force dans l'ambassade du Mexique à Quito pour en extirper l'ancien vice-président du pays qui s'y était réfugié pour échapper à la justice qui l'avait condamné pour corruption. Là aussi, beaucoup avaient crié au scandale et dénoncé le raid équatorien contre ce que l'on présente comme l'inviolabilité des ambassades, mentionné à l'article 22 de la Convention. Et pourtant, là aussi, ce n'est pas vrai. Dans un cas comme dans l'autre, la question qui se pose est qu'est-ce qui prévaut? Le droit interne de la police qui poursuit un brigand ou le droit international de la Convention de Vienne qui protège les ambassades et le personnel diplomatique? La réponse est en réalité assez simple. La Convention de Vienne organise la protection diplomatique, mais elle n'organise pas la protection du banditisme. L'État est fondé d'aller chercher le bandit si l'ambassade s'adonne au recel de malfaiteurs ou d'arrêter un employé d'ambassade si ce dernier est un malfaiteur qui porte atteinte à la sécurité, à l'ordre public de l'État hôte. La souveraineté prime sur le droit international. C'est seulement quand c'est de nous qu'il s'agit qu'on sait se souvenir de la Convention de Vienne. Toujours le fameux 2 poids, 2 mesures. Vous croyez que si un diplomate africain utilise sa présence en France pour organiser les jeunes arabes des banlieues afin qu'ils aillent commettre des attentats à Paris, il sera couvert par la Convention de Vienne? Sérieux? Devant nos yeux, quand le Niger a déclaré l'ex-ambassadeur de France, Sylvain Médiocre Ité, persona non grata en août 2023, celui-ci a purement et simplement refusé d'obtempérer et s'est barricadé dans l'ambassade de France comme le bandit qu'il est, en totale violation de l'article 9 de la Convention de Vienne. Vous avez entendu quelqu'un dans le monde tousser, protester ou s'époumoner à ce sujet? En fait, même si la règle est universelle, le droit international s'est toujours appliqué de façon asymétrique, selon le rapport de force et les intérêts stratégiques. Dans l'AES, le rapport de force est en notre faveur. Yann Vézillier est en tôle à Bamako et il est parti pour y rester un bon bout de temps. Mais on a à peine fini d'étudier son cas que voilà Carole qui réclame notre attention.
Carole Flore Smerechniak est une diplomate d'origine mauricienne, coordinatrice résidente du système des Nations Unies, qui vient d'être déclarée persona non grata au Burkina Faso. C'est la deuxième représentante de l'ONU d'affilée qui termine expulsée du Faso après l'Italienne Barbara Mansi en 2022. Flore Smerechniak était à la manœuvre de l'élaboration d'un rapport mensonger, non sourcé et portant atteinte à l'image du Faso qu'elle a transmise en loup cédé au Conseil de sécurité de l'ONU. La même attitude sournoise, adverse et unilatérale que sa prédécesseur et les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous y voilà. Pour sa responsabilité dans la coprésidence de l'élaboration d'un rapport compilant des données sans source objective, sans preuve ni justificatif, véhiculant des informations graves et mensongères, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Madame Carole Flore Smerechniak, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. En confirmant des informations de manière unilatérale, sans les documenter par des preuves juridiquement acceptables, à travers un rapport porté devant une instance aussi stratégique que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement estime, au regard de tous les graves écarts constatés et pour préserver et renforcer les acquis importants de la coopération entre le Burkina Faso et les Nations Unies, que Madame Carole Flore n'est plus une interlocutrice crédible. Une fois qu'on a établi cela et exposé cela, quelles leçons en tirer? L'Afrique est l'objet de toutes les convoitises. La défaite de l'OTAN en Ukraine, les termes de sa capitulation, le redécoupage territorial de l'Europe qui ont été discutés entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage le vendredi 15 août, ainsi que le deal que le président américain a imposé à l'Union européenne récemment, font que les Européens, incapables qu'ils sont d'inventer des modèles politiques et un ordre mondial équitable, ne voient quasiment pas d'autre choix que de revenir violemment coloniser l'Afrique s'ils veulent survivre en préservant un tant soit peu leur confort. Il y a des centaines de publications sur mes réseaux sociaux qui approfondissent cette thématique. Vous pouvez aller les lire, les regarder à l'issue de cette chronique que je vous demande de liker, de partager et de commenter afin de faire circuler l'info et avancer la lutte et la prise de conscience. Les missions diplomatiques présentes sur nos territoires sont souvent utilisées par certains États mal intentionnés que l'on connaît, suivez mon regard, comme des points d'opération de déstabilisation. Il est donc important, je dirais même vital, que nous nous assurions que leur capacité de nuisance soit minimisée. Pour cela, il faut mettre en place un dispositif de contrôle rigoureux visant à assurer que les ambassades étrangères respectent les limites de leur mission et ne se livrent pas à des activités inappropriées ou incompatibles avec les objectifs déclarés. J'ai donc quelques suggestions à l'attention de nos chefs d'État et de gouvernement, notamment ceux de l'AES dont les territoires sont les plus convoités et attaqués. Escarmouche Tshisekedi, de l'autre côté là-bas, peut aussi écouter. Premièrement, il faut limiter strictement les effectifs des ambassades et veiller à ce qu'ils correspondent aux besoins déclarés. Cela est prévu par la Convention de Vienne en son article 11. Deuxièmement, il faut fixer des règles claires et maintenir un dialogue transparent et franc avec les ambassades étrangères sur les attentes de conduite et les sanctions en cas d'écart. Troisièmement, il faut surveiller diligemment les activités de certaines missions diplomatiques étrangères et ne pas hésiter à limiter le périmètre de déplacement de certains diplomates pour raisons de sécurité intérieure, comme cela se fait ailleurs et même en Europe. Quatrièmement, il faut renforcer les points d'entrée pour intercepter tout colis ou matériel suspect lié aux ambassades. C'est-à-dire qu'il faut suspendre le privilège de la valise diplomatique, comme le Burkina Faso le fait depuis novembre 2023, et tant que nos pays sont en guerre. Et enfin, cinquièmement, il faut
coopérer à l'international pour échanger des informations avec des États partenaires afin de coordonner la surveillance et prévenir les abus diplomatiques. Je tiens ici à saluer très vivement le lieutenant-colonel Souleymane Bala Arabé de la DGDSE nigérienne, le commandant Oumarou Yabré de l'ANR burkinabé et le colonel Modibo Koné de l'ANSE malienne et leurs équipes pour le travail de qualité qu'ils fournissent et la montée en puissance sans complexe de nos services de renseignement. Trop souvent, les espions et criminels étrangers déguisés en diplomates sont relâchés ou renvoyés dans leur pays où ils ne sont évidemment jamais jugés. On l'a encore vu avec les 4 agents de la DGSE française que le Burkina Faso a relâchés peu avant Noël 2024 après 1 an de détention à Ouagadougou. Quand on sait que leur mission assumée est d'amener les gens à trahir leur pays et leurs convictions, il est non seulement vital que l'on sanctionne les traîtres locaux avec toute la rigueur dissuasive nécessaire, mais également que l'on applique cela à ces agents du mal à qui l'on doit la situation que nous vivons au Sahel et dans le lac Tchad actuellement. L'histoire et les faits sont têtus. Jean-François L'Huillier, ex-espion numéro 1 des services français en Libye. Il était en poste pour la DGSE à Tripoli lors du printemps arabe, précédant la chute du colonel Kadhafi. Sa mission ultra secrète est alors très claire. C'est une mission que l'Élysée a donnée à la DGSE, faire défection à des personnalités libyennes qu'on pourrait retourner contre Kadhafi. La France, qui a pourtant reçu auparavant en grande pompe le dictateur libyen, veut désormais sa chute. Dans ce contexte, notre espion, l'homme de Tripoli, s'est fixé un objectif: fragiliser Kadhafi en obtenant par exemple la fuite de son ministre des Affaires étrangères. Vous poussez les gens à trahir leur pays, en fin de compte. Pas seulement leur pays, mais aussi leurs convictions. Moussa Koussa fera bel et bien défection et trouvera asile en Angleterre. Entre-temps, l'intervention militaire emmenée par la France et la Grande-Bretagne a porté un coup fatal aux troupes de Kadhafi. Les rebelles galvanisés sont aux portes du pouvoir. Jean-François L'Huillier avait aussi pour mission de les approcher et surtout de les aider. Eux nous désignaient, voilà, à tel endroit, il y a telle unité de Kadhafi qui est implantée, qui nous envoie des missiles régulièrement sur nos villages, faites quelque chose pour nous. Donc moi je renvoie ça à Paris et qui envoie ou pas les avions de l'OTAN. Voilà, je ne saurais terminer cette chronique sans remercier infiniment tous ceux et celles de par le monde qui m'ont manifesté leur soutien multiforme, financier, politique, légal, physique, métaphysique. Merci d'être le bouclier de la reine Yaya. Dans quelques jours, j'ouvre la bataille sur le terrain juridique, comme je vous l'annonçais dans ma précédente vidéo qui s'affiche quelque part à l'écran. Alors, n'hésitez pas à contribuer via le bouclier. Le lien s'affiche quelque part. Ce que je fais pour moi, je le fais pour vous. Ce que vous faites pour moi, vous le faites pour vous. Merci.